Mon époux a tenté de me manquer de respect lors d'une réunion familiale. Ainsi, j'ai révélé ton secret à tous. 10 années se sont écoulées. Il est impressionnant de constater la capacité de 2 mots à encapsuler tant de moments. Tant de promesses non tenues et de silences assourdissants. Les débuts de mon mariage avec Nicolas ne furent pas mauvais. En réalité, tout a commencé comme l'une de ces comédies romantiques clichés, où le héros poursuit la demoiselle sous la pluie et qu'ils s'embrassent de manière cinématographique. Nicolas ne se pressa point sous la pluie, mais me fixa profondément cette nuit-là, dans un bar quelconque, déclarant n'avoir jamais rencontré quelqu'un tel que moi. Je me suis confiée. Dans nos jeunes années, nous étions alliés. Il m'offrait toujours un baiser sur le front avant de partir travailler. Chaque soir, je me consacrais à la préparation du dîner. Les week-ends étaient pour nous l'occasion de flâner au parc, de regarder des films sur le canapé et d'imaginer un avenir aussi éclatant qu'un ciel d'été. Cependant, tel un orage soudain, la métamorphose survint de manière inattendue. Au début, ce furent de menus détails. Nicolas commença à se présenter plus tard au travail et la fatigue semblait toujours aspirer toute trace d'affection qu'il avait l'habitude de me montrer. Ses conversations se firent plus brèves. Ses sourires plus rares. Il continuait de m'enlacer avant de quitter la maison. Mais désormais cela semblait davantage être une obligation qu'un geste de tendresse sincère. J'ai essayé de ne pas me soucier. Il est fort probable que ce ne soit que du stress. Me suis-je dit, il s'agissait probablement simplement d'une étape. Nous convenions toujours d'être des maîtresses de maison. Il ne s'agissait pas d'une décision prise à la légère. Lors de notre union, Nicolas exprima le souhait d'avoir davantage de temps pour moi. Pour le foyer et, peut-être, pour nos éventuels enfants qui, en réalité, ne vinrent jamais. Il est fort probable que j'ai commis une erreur en me sous-estimant à ce point. En faisant de cela mon unique dessein existentiel. Je suivais un emploi du temps bien établi. Petit déjeuner, rangement, courses, déjeuner et dîner, tout était parfaitement aligné. Tout fonctionnait comme une horloge. Mais que se passe-t-il lorsque l'on est excessivement parfait dans ce que l'on accomplit ? Devient invisible. Je me souviens d'une nuit particulière. Un point invisible dans la chronologie de mon mariage. C'était un mercredi ordinaire, et Nicolas arriva enfin en retard. J'ai préparé votre mets préféré. Une succulente lasagne aux 4 fromages. Cependant, il est rentré chez lui en parlant au téléphone, affichant un sourire qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il éclata de rire, lança une plaisanterie et raccrocha en me fixant comme si je n'étais qu'un objet dans la pièce. Elle est en retard. La musicalité de ma voix s'est révélée plus délicate que je ne l'imaginais. Rencontre. Marie. Il y a toujours des rencontres. Chaque jour, il laissa échapper un soupir et se frotta le visage. Comme si ma question anodine était un fardeau insupportable. Commencerons-nous maintenant ? Je suis épuisée. Ce soir-là, je me suis abstenue de poser davantage de questions. Je n'avais point évoqué les marques de rouge à lèvres sur le col de la chemise que je lavais le lendemain. Ni la suave et déplaisante fragrance qui y demeura. J'ai consigné chaque détail, chaque pièce à conviction, dans un tiroir mental que, tôt ou tard, je savais que je devrais ouvrir. Les mois qui ont suivi furent encore plus dévastateurs. Il commença à blesser davantage avec ses mots qu'avec les silences. Un jour, en rangeant le salon, Nicolas parlait au téléphone, riant et disant « Ma femme ?» Comme à son habitude, elle se trouve à son domicile. Sa présence est aisée. Elle se consacre uniquement à la cuisine et à l'hygiène. En cet instant précis, quelque chose en moi s'est dissipé. Aucun bruit ne s'est produit. Aucune explosion n'a eu lieu. Ce fut un murmure silencieux, tel celui d'un cœur se brisant en morceaux au ralenti. J'ai entamé une observation plus approfondie. Chaque nuit qui tarde à venir, chaque excuse absurde, chaque chemise imprégnée d'une odeur étrange. Je ne parvenais plus à m'endormir à tes côtés, sans ressentir un poids écrasant sur la poitrine. Par moments, je simule le sommeil afin d'éviter un énième échange dénué de sens. Tout en ayant déjà préparé une excuse. C'est à cet instant que je pris connaissance de la facture de ma carte de crédit. Un dîner d'une valeur de 1000 € dans un restaurant de luxe en plein cœur de la ville. Je me rendais bien compte que cela ne m'était pas arrivé. Nous ne sortions plus dîner. Nicolas avait cessé de dépenser de l'argent pour moi depuis plusieurs années. Ce fut une réunion d'affaires. Marie, il articula, inclinant la tête, tel un adulte condescendant envers un enfant sot. J'ai refusé intérieurement, mais je n'ai rien ajouté de plus. Elle était convaincue de mon ignorance. Je m'attendais à ce qu'il accueille chaque parole prononcée avec dédain. Le lendemain, je décidai de ne plus rester assise à attendre qu'il se confesse. J'avais besoin de la vérité, même si cela devait me déchirer en deux. J'ai fait appel à un détective privé, un individu sérieux, au regard glacial et à la voix assurée. Il ne garantit pas de réconfort. Il se contente de présenter des résultats. Madame Marie, s'il y a quelque chose à découvrir, je m'en chargerai. Les jours qui ont suivi se sont révélés être un mélange d'espoir et de peur. Chaque notification qui s'affichait sur mon téléphone faisait battre mon cœur un peu plus fort. Chaque bruit de moteur dans la rue m'incitait à me précipiter vers la fenêtre. Je flottais dans l'incertitude,
tel un funambule évoluant entre deux tours. Ma vie suspendue comme sur un fil. Ainsi, le rapport a été remis. Une enveloppe sobre, noire, remise par des mains sûres et dénuées de toute émotion. Lorsque je me suis retrouvée seule, je me suis assise à la table de la cuisine avec le dossier fermé sur mes genoux. Il semblait être tel un coffre de Pandore. Une fois ouverte, plus rien ne serait comme avant. Je pris une profonde inspiration et soulevai le couvercle. La première image qui a captivé mon attention était une photographie. Nicolas était le monarque. Elle était attablée dans un restaurant, tenant un verre de vin et arborant ce sourire en coin qui fut jadis réservé à moi seule. Elle se tenait de l'autre côté de la table. Isis était nouveau, les cheveux noirs flottants, les lèvres rouges comme la cerise. Ils étaient si à l'aise, si intimes, que l'image semblait davantage être une œuvre picturale qu'une preuve d'infidélité. Mes yeux se sont teintés de rouget, l'espace d'un instant. J'ai dû fermer le dossier. Cependant, je ne me suis pas arrêtée là. Une par une, les images se superposaient. Il se trouve dans un parc, déambulant côte à côte. Il pénétrait dans un hôtel, assis sur une véranda, lui la tenant par la taille pendant qu'elle saluait l'horizon avec un sourire. Ces photographies étaient bien plus que de simples preuves. Il y avait des preuves silencieuses que mon mariage n'était qu'une mise en scène. Il y avait aussi des reçus, des factures de dîners coûteux que je n'avais jamais goûtés, des bijoux que je n'avais jamais portés et des réservations dans des resorts que je n'avais jamais fréquentés. Chaque mot consigné dans ces documents était une confession glaciale, méticuleusement consignée. Je me rends compte maintenant que je vivais dans l'illusion. Enfin, des messages transcrits étaient disponibles, extraits de conversations intimes entre eux, regorgeant de secrets et de complicité. Une en particulier, s'est gravée dans ma mémoire. Isis, tu es tout ce que je désirais ardemment. Avec toi, je me sens libre d'être pleinement moi-même. Marie n'arrivera jamais à comprendre. Les mots résonnaient dans mon esprit tel un bruit sinistre. Mon cœur semblait être un instrument déréglé, et l'air dans la pièce est devenu lourd et pesant, rendant la respiration difficile. Nicolas m'a trahi non seulement physiquement, mais il m'a aussi effacé émotionnellement, me transformant en une ombre de ce qui fut un jour important pour lui. Des heures durant, j'ai demeuré assise sur le canapé, la mallette éventrée sur mes genoux, les épreuves éparpillées telles des éclats de verre me lacérant la peau. À l'extérieur, le monde continuait sa ronde incessante. Les enfants s'amusaient dans les rues, les voitures roulaient, les oiseaux chantaient leur mélodie. Et moi, j'étais là, plongée dans une vérité si amère qu'il semblait que je ne pourrais jamais me relever. Cependant, quelque chose en moi a changé. Une étincelle, un éclat de colère qui s'est transformé en feu. Pourquoi devrais-je être la seule à supporter les conséquences de cette infidélité ? Pourquoi devrais-je être reléguée au simple statut d'épouse trompée qui baisse la tête et continue son chemin ? Le nom de l'amante, Isis, me revint en mémoire, ainsi que le lieu où l'enquêteur prétendait qu'elle opérait. Je pris une profonde inspiration, essuyai mes larmes et saisis mon téléphone. As-tu entendu ? J'ai remarqué que vous avez une opportunité disponible. Je suis intéressée par le poste. La voix de l'interlocuteur était chaleureuse, compétente. J'ai fixé un rendez-vous pour la semaine prochaine. La colère était désormais ma source d'énergie et la vérité, ma meilleure compagne. Il ne lui permettrait pas de poursuivre son existence comme si rien ne s'était passé. Les jours suivants, je me suis entraînée avec ma version améliorée. Je me suis revêtue avec assurance. J'ai arrangé ma chevelure et j'ai répété mes réponses pour d'éventuelles questions. Lors de l'entretien, je me suis présentée de manière irréprochable. J'avais déjà été engagée avant même de quitter l'entreprise par la porte. En cette nuit-là, tandis que je contemplais Nicolas endormi à mes côtés, ronflant doucement, je me retournai et réfléchis. Comment pouvait-il se permettre de partager mon lit chaque soir ? En toute connaissance de cause ? Comment pouvait-il soutenir mon regard et mentir avec une telle aisance ? Je clos les paupières et me promets en mon fort intérieur qu'il sera récompensé. Ce n'est pas à travers des scandales frivoles ou des manifestations dans la rue, mais par le biais de quelque chose de bien plus puissant. La vérité, révélée au moment opportun, au bon endroit, aux bonnes personnes. La pâte noire se dissimulait désormais au fond de mon placard, mais son contenu restait profondément ancré en moi. Chaque pulsation de mon cœur ravivait mes souvenirs. Je peux en faire davantage, et j'atteindrai mon but. Elle était prête, pour la première fois depuis longtemps. Je me suis sentie de nouveau aux commandes. Je savais que ce repas en famille serait le dernier sous ce toit. J'ai consacré toute la semaine à peaufiner chaque détail. La serviette blanche soigneusement repassée, les verres étincelants au soleil de la fenêtre, les couverts disposés avec une précision presque chirurgicale. Chaque détail avait sa raison d'être. Chaque pli de la serviette évoquait un décompte. Ce repas n'était pas simplement un dîner. C'était le cadre parfait pour dévoiler Nicolas. Ces derniers jours, je peinais à poser les yeux sur lui sans ressentir l'amère saveur de la trahison. Elle arpentait les pièces de la demeure avec une assurance hautaine, persuadée que ses mensonges étaient indiscutables. Cependant, ce jour-là, il réaliserait que j'étais au courant de tout. Mes beaux-parents, Martha et Joachim, furent les premiers à arriver.
Martha fit son apparition vêtue d'une élégante robe fleurie, arborant un sourire raffiné qui n'atteignait jamais ses yeux. Comme à son habitude, Joachim saisit fermement ma main. Cependant, il y avait quelque chose dans son regard. Peut-être de la fatigue, peut-être une conjecture muette qu'il n'avait pas le courage d'exprimer. Nicolas descendit les escaliers avec un sourire calculé, déposant un baiser furtif sur ma joue. Son parfum, mêlé à celui bon marché d'une autre femme, persistait encore sur sa chemise. Intérieurement, je bouillonnais, en mon fort intérieur. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Le repas était prêt. Le tintement des couverts se mêlait au vrombissement des voitures qui défilaient dans la rue. Ma belle-mère dissertait sur l'art culinaire. Mon beau-père débattait de politique, pendant que Nicolas riait aux éclats et sirotait du vin comme si rien n'était déplacé. Cependant, j'avais pleine conscience que cette façade impeccable était sur le point de s'effondrer. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Josie, par moments, je m'interroge. Es-tu chanceuse de ne pas avoir à t'inquiéter du labeur ou du patron qui te met sous pression? Ces aspects, la vie est belle, n'est-ce pas? La voix de Nicolas interrompit le flux de l'air. Un sourire esquissé, il me fixa avec cet air de supériorité que j'ai appris à détester ces derniers mois. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Martha, presque timide, pendant que Joachim soupirait simplement, détournant le regard vers son assiette. Je déposai délicatement ma fourchette sur la table. Nicolas, quelle existence agréable est-ce là? Il est intéressant que tu mentionnes cela, car en réalité, je ne me trouve pas seulement à la maison. Un silence épais enveloppa la table tel un voile. Martha s'immobilisa, la lame de son couteau en suspens dans l'air. Joachim leva lentement les yeux vers le haut et Nicolas. Nicolas se figea. Quelle est votre intention, Josie? Sa voix trembla légèrement, tel un fil au bord de la rupture. Nicolas, j'ai décroché un emploi. En réalité, je collabore avec une personne que vous connaissez intimement. Isis était. La salle dans son ensemble sembla se rétrécir. Son verbe était une malédiction. Une bombe qui a explosé en plein milieu de la table. Martha leva son regard vers le haut. Joachim serre les poings contre la table et Nicolas devient pâle. Un bref instant, il adopta l'attitude espiègle d'un jeune garçon pris sur le fait. Josie, êtes-vous sérieuse? Quelle est la nature de cet absurde? Étonnant, n'est-ce pas, Nicolas? Non, ce que vous avez fait à cette famille est inadmissible. Avec détermination, j'ai retiré le dossier noir du siège à côté. Le cuir usé gémit sous mes doigts, alors que je le dévoilais lentement, avec la précision de celui qui se trouve au bord d'une tragédie inévitable. Les images furent disposées sur la table, une par une, montrant Nicolas et Isis enlacés dans un restaurant, puis tous deux pénétrant dans un hôtel de luxe. Il arborait un sourire à son égard d'une manière que je n'avais pas observée depuis des années. Avec les images, les preuves de dîners sophistiqués, les réservations dans des hôtels, les cadeaux de grande valeur. Martha porta la main à sa bouche, ses yeux brillants de larmes retenues. Joachim fronça les sourcils, scrutant chaque épreuve comme s'il avait le pouvoir d'effacer les images par la seule force de son regard. Nicolas se leva brusquement, renversant la chaise avec un bruit qui résonna à travers le plancher en bois. Ceci est un décor, cela n'est pas réel. Marie, tu as complètement perdu la tête. Ai-je perdu la raison? Nicolas, non, je venais à peine d'ouvrir les yeux. Pendant des mois, tu m'as considéré comme un fardeau, quelqu'un sans valeur, pendant que je gérais ce foyer en croyant en ces mensonges. Tu gaspillais notre argent de façon futile. La voix de Joachim résonna puissamment, transperçant l'air tel un coup de couteau. Nicolas, approche. Je ne souhaite plus entendre un seul mot de votre part. L'homme âgé se tenait désormais debout, les épaules voûtées, mais sa voix portait le poids d'une vie entière de déceptions refoulées. Les larmes de Martha coulaient doucement, pendant que Nicolas me fixait avec des yeux emplis de colère. Il sembla se diriger vers moi un bref instant, mais Joachim fit un pas en avant, levantant la main tel un bouclier invisible entre nous. Tu t'apprêtes à quitter cette demeure. En ce jour, Nicolas essaya de s'opposer, mais Joachim ne plia pas. Nicolas, tu n'es plus le bienvenu en ces lieux. Josiane, soyez sereine, nous veillerons à ce que vous disposiez de tout ce dont vous avez besoin. Je m'engage solennellement. Nicolas m'adressa un ultime regard avant de s'en aller. Elle poussa la porte avec force, faisant trembler les tableaux accrochés au mur. Le silence qui s'ensuivit fut presque oppressant. Les larmes de Martha coulaient encore doucement. Joachim semblait avoir pris 10 ans en quelques minutes. Et quant à moi, je demeurais immobile, contemplant les photographies dispersées sur la nappe blanche immaculée. Plutôt que de ressentir un soulagement, j'ai éprouvé un vide singulier, comme si le fardeau du monde avait enfin été ôté de mes épaules, laissant un vide à sa place. La vérité a été révélée. La partie touchait à sa fin. À cet instant, se posait devant moi la question cruciale de savoir comment user de la liberté fraîchement conquise. Je souhaitais vivre une rupture. Je désirais ressentir de la satisfaction en voyant l'homme qui a blessé mon cœur être traité avec la dignité qui lui est due. Cependant, tout ce que j'ai vécu n'était qu'un vide. Une sensation glaciale qui a envahi mon cœur.
comme si quelque chose était en train de mourir en moi ce jour-là. Les premiers jours après le déjeuner tragique furent empreints de confusion. Il semblait que j'étais en train de vivre en perspective, observant ma vie de l'extérieur, sans pouvoir réellement la vivre. La demeure était silencieuse, presque étouffante, comme si les murs résonnaient encore des cris de Nicolas. Chaque recoin semblait renfermer un souvenir, un sourire évanoui, un engagement rompu. Malgré la douleur, j'avais conscience que ce silence marquait le commencement d'un nouveau chapitre. Reprendre le travail le lundi a été un défi pour mes nerfs. Travailler dans la même entreprise qu'Isis était semblable à évoluer sur un terrain miné. Cependant, je m'efforçais de dissimuler mes mains tremblantes, que ce soit devant elle ou quiconque d'autre. Je revais ma plus puissante armure. Un blazer impeccable, des talons hauts robustes et un rouge à lèvres rouge qui semblait plus une déclaration de guerre qu'une simple touche de couleur. En traversant le hall d'entrée, je me suis rendu compte des regards posés sur moi. Je savais pertinemment que de nombreuses rumeurs avaient déjà circulé. Les rumeurs se propagent plus rapidement que le vent dans les couloirs des entreprises. Et Isis était là, assise devant son ordinateur, en train de taper quelque chose. Ses cheveux noirs tombaient parfaitement alignés sur ses épaules et son visage ne montrait aucune gratitude envers quiconque. Lorsque nos regards se sont croisés, elle s'est arrêtée un instant. Pardon, un sourire subtil, aiguisé, et je continuais à marcher sans détourner mon attention du chemin. Ma récente attribution au département financier me tenait fort occupée, ce qui était une véritable aubaine. Manuscrits, chiffres, tableaux, ils ne trompent pas, ne trahissent pas, ne dissimulent pas de secrets derrière des sourires factices. Je m'immergeais dans mon travail avec une dévotion presque obsessionnelle. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Quelque chose de tangible, quelque chose que je pourrais gérer. Cependant, les adversités survenaient à la tombée de la nuit, lorsque je rentrais chez moi et découvrais le vide dans le salon. Le son de la clé de Nicolas tournant dans la serrure n'est plus perceptible. C'était à ces instants que l'angoisse s'insinuait hors du refuge. Lentement, telle une ombre, au sein du milieu professionnel, les événements ont commencé à évoluer progressivement. Lorsque je déambulais, les chuchotements cessèrent, comme si les gens avaient remarqué que je ne portais pas la honte sur mes épaules. En revanche, Isis semblait de plus en plus mal à l'aise. Par moments, elle me regardait de loin, arborant une expression oscillant entre culpabilité et dédain. Elle aurait pu me vouer une haine farouche, mais jamais elle ne parviendrait à effacer ce qu'elle avait commis. Un mardi quelconque, en parcourant quelques documents, je me suis retrouvée face à mon supérieur. Monsieur, Ernesto se dirigea vers ma chaise. Marie, pourrais-je m'entretenir avec vous un bref moment? Nous pénétrâmes dans votre bureau. Il ferma la porte et désigna un siège. Je tiens à exprimer mon admiration pour votre attitude. Affronter ce que tu as dû affronter n'a pas dû être aisé. Et pourtant tu as su garder une attitude résolue. Cela ne passe pas inaperçu par ici. Je remarquais que mon visage était réchauffé. Dans ce contexte, les mots de reconnaissance se faisaient plus rares que l'or. Nous vous remercions, Monsieur Ernesto. Je m'applique simplement à accomplir mon travail de la manière la plus efficace qui soit. Cela est en cours. De plus, nous envisageons une éventuelle promotion pour vous au cours du prochain trimestre. Je quittais cet endroit avec les jambes tremblantes, mais le cœur résolu. Enfin, je récoltais les fruits de mes efforts, semés avec sueur et larmes. Peu à peu, ma vie commença à revêtir une nouvelle vitalité. Ce n'étaient pas des couleurs vives, ni des explosions intenses de bonheur. Je maniais avec subtilité des détails délicats, mais authentiques. Je me permets d'acquérir des fleurs pour le dîner. En cuisinant, j'écoutais de la musique à plein volume. J'ai entrepris de consigner mes réflexions dans un journal chaque soir, tel un dialogue avec moi-même. Un après-midi particulier, en rangeant quelques boîtes dans la chambre que Nicolas utilisait comme bureau. J'ai découvert un ancien album de photographies. Des photographies de nous, jeunes et épris, où nos yeux débordaient d'attente pour l'avenir. Étaient présentes. Je refermai l'album lentement et pris une profonde inspiration. Ces souvenirs n'étaient plus des poignards, mais de simples réminiscences. J'ai survécu à l'ouragan, mais pas seulement cela. J'ai reconstruit chaque pierre de mes fondations. Ce soir-là, j'ai savouré un précieux flacon de vin, conservé pour une occasion spéciale. En remplissant ma coupe, je me suis rendu compte que c'était un instant unique. Elle était vivante, entière et prête à aller de l'avant. J'ai poussé la coupe dans le vide de la pièce et murmuré à moi-même. En l'honneur de ma bravoure et du choix de vie que j'ai fait. Le silence ne riposta pas, mais pour la première fois, il ne se montra pas menaçant. Elle dégageait une impression de calme. Les jours suivants, tout semblait enveloppé d'un voile de brume. Se réveiller, se sustenter, dispatcher des documents, répondre aux messages des avocats. Chaque geste était automatique, mécanisé, comme si je devenais un spectre à l'intérieur de mon propre corps. Les voix des défenseurs résonnaient dans mon esprit. Nous veillerons à la préservation de vos droits. A-t-il perdu l'accès aux comptes partagés? Il est impératif d'engager une discussion concernant la répartition des biens. Les formalités administratives et moi n'avons jamais fait bon ménage. J'ai toujours laissé Nicolas s'occuper de ces questions.
lui accordant une confiance totale en l'homme qui un jour s'est engagé à être mon compagnon. Cependant, me voici désormais assise dans des bureaux froids, examinant des tableaux, des contrats et des termes qui semblaient être rédigés dans une langue inconnue. Martha demeura assidue à todas aronius. Elle était là, imperturbable à mes côtés, tenant ma main lorsque la voix devenait inaudible, offrant un sourire encourageant lorsque je désirais fléchir. Elle n'avait nul besoin d'accomplir pareil acte. Il aurait pu choisir le point de vue du fils. Il aurait pu détourner le regard. Tellement de mères le font quand leurs enfants commettent des erreurs. Cependant, non, elle a fait le choix de se tourner vers moi. Elle a choisi la réalité. N'éprouve point la solitude. Je ne permettrai pas qu'il te inflige davantage de souffrance. En cet instant précis, au cœur d'un bureau envahi par des avocats et des piles de documents. Une larme brûlante roula enfin sur ma joue. Nulle tristesse ni colère ne se faisait sentir. C'était de la reconnaissance. En parallèle, Nicolas s'efforçait inlassablement de reconstituer quelques versions déformées de la réalité. J'appris, par le biais d'un ami commun, qu'il habitait dans un appartement privé, modeste et vacant. Les images sur les plateformes de médias sociaux ont été supprimées et les messages étouffés. Les exhibitions de dîners coûteux avaient disparu. De même que les larges sourires échangés avec Isis. Isis se demandait si elle demeurait toujours à ses côtés. Elle était profondément persuadée qu'il lui serait fidèle en toutes circonstances. Cependant, au fond, cela n'avait déjà plus d'importance. Peu m'importait désormais ce que Nicolas faisait ou ne faisait pas. Une nuit, alors que je terminais de ranger quelques documents dans mon bureau à domicile, j'ai reçu un message de Nicolas. Elle était brève, presque glaciale. Je vous prie de bien vouloir excuser mon comportement. J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner. Je répétais ces mots maintes et maintes fois, espérant ressentir quelque chose. Ira, mélancolie, compassion, tout sentiment. Pourtant, je n'ai fait qu'effleurer l'indifférence. Comme s'il n'était plus qu'un lointain souvenir. Cet individu que j'avais jadis connu. J'ai choisi de ne pas répondre au message. La semaine suivante, les démarches légales furent accomplies. La demeure serait mienne. Les comptes partagés ont été clôturés et mes finances ont commencé à être organisées. Mon labeur prospérait et, de manière curieuse, le fait de travailler dans la même entreprise qu'Isis ne me dérangeait plus. Chaque fois que je m'approchais d'elle, elle s'inclinait, détournait le regard et murmurait des excuses inaudibles. Je me sentais déterminée, la tête haute, car elle ne représentait plus une menace pour moi. Les jours suivants, je commençais à ressentir une sensation de légèreté, tel un fardeau invisible se délestant peu à peu de mes épaules. Je me réorganisais, pièce par pièce, sans hâte. Ce jour-là, Nicolas perdit bien plus que de simples espèces. Il a perdu la confiance de ses parents, l'estime de ses amis et une épouse qui l'a soutenu lorsqu'il n'avait rien. En ce qui me concerne, je commençais un processus de retrouvailles avec moi-même et, pour la première fois depuis longtemps, je réalisais que j'étais exactement à ma place.